Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Après avoir été acquitté 2 fois, l'homme d'affaires singapourien Wong Wee Keong et son entreprise Wong Hu ont été reconnus coupables dans l'affaire de trafic illicite de bois de rose d'une valeur de 50 millions de dollars à Singapour en 2014. L'université de Mahajanga se trouve au bord de l'implosion. L'attribution de cité aux étudiants est la sempiternelle source de conflits entre l'administration et les étudiants. Erika Barretts, la ministre des Outre-mer, a présenté ses excuses après 10 jours de conflit social. Place maintenant aux négociations. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, après avoir été acquitté 2 fois, l'homme d'affaires singapourien Wong Wee Keong et son entreprise Wong Hu ont été reconnus coupables dans l'affaire de trafic illicite de bois de rose d'une valeur de 50 millions de dollars à Singapour en 2014. Tout de suite, les images. La Cour suprême singapourienne a reconnu coupable la personne de Wong Wee Keong ainsi que son entreprise Kong Hu, coupable dans l'affaire d'importation illicite de bois de rose malgache d'une valeur de 50 millions de dollars à Singapour en mars 2014. Cette justice a cependant ajourné la prise de décision sur la peine pour une date ultérieure. D'après le procureur, ces 3235 tonnes de bois de rose survenues à Singapour représentent plus de la moitié de la quantité mondiale de bois de rose saisie au cours de la dernière décennie. Le solliciteur général Kwek Min Luk a demandé au moins 18 mois de prison pour l'homme d'affaires et l'amende de 500 000 $ maximum pour l'entreprise. L'avocat de l'accusé a soutenu qu'il ne devrait pas être emprisonné car son client avait cru que la transaction était de bonne foi à la lumière des documents qu'il avait obtenus auprès des représentants du gouvernement de Madagascar. La poursuite a porté ses fruits à Singapour, ce qui n'est pas le cas à Madagascar, où personne n'a été appréhendé malgré que les autorités malgaches ont affirmé que cette exportation a été légale alors que la Cour suprême de Singapour prouve le contraire. Selon le président du conseil d'administration de l'Alliance Wargas, Razakamanar Nanjant, leur rôle en tant que société civile est limité à la simple interpellation des autorités pour prendre les mesures adéquates et appliquer les lois en vigueur. La mise en place de la chaîne spéciale est l'issue qui peut donner plus de pouvoir aux sociétés civiles. Cependant, aucun décret d'application n'a été sorti jusqu'à présent. La corruption de haut niveau ainsi que la complaisance de l'État et l'application des hauts responsables dans cette affaire de trafic de bois de rose restent un obstacle pour arrêter les coupables. Il a également réitéré que la bonne gouvernance et l'état de droit ne sont pas effectifs à Madagascar. Une enquête a également révélé que cette société Kong Hu effectue un blanchiment d'argent de l'importation de bois de rose malgache dans le commerce de produits de première nécessité à Madagascar. Après avoir été acquitté 2 fois en 2015, le procès a cette fois été fructueux. L'affaire de réseau de blanchiment d'argent impliquant des ressortissants indo-pakistanais à Madagascar a récemment fait la une des journaux. Seulement, des zones d'ombre ont persisté. Les journalistes de Cool TV ont eu accès à des documents qui renferment les documents de cette affaire. Enquête de Boisarzanatsu. On ne sait si d'autres affaires du même genre ont déjà eu lieu auparavant. Tout ce que l'on sait, c'est que le poteau rose a été découvert en 2010 à la suite d'une investigation menée par des responsables étatiques sur les comptes de l'entreprise F, Sisandawang. Selon les documents en notre possession, la comptabilité de l'entreprise enregistre des activités financières se chiffrant à des milliards enregistrés sur 2 comptes bancaires différents. Les comptes sont au nom d'un certain R. Jeannot et selon toujours ces documents, c'est une maison faite de bois qui fait office de locaux pour ladite société. Les journalistes ont essayé de se rendre sur les lieux pour voir l'entreprise de leurs yeux et rencontrer le propriétaire.
D'après les documents, la société est Sisama Avuk. Or, nous n'avons trouvé à l'emplacement indiqué que des habitats en bois et une petite épicerie qui est loin de valoir des milliards. Aucun des occupants des lieux ne connaissent ce fameux Jeannot R, encore moins l'existence d'une société F. Un responsable auprès du Fouctagne a confirmé que plusieurs personnes sont déjà venues lui poser des questions sur l'entreprise et sur la personne en question. Jeannot R est ainsi le prête-nom de la société et cette dernière n'enregistre aucun employé officiel. Or, selon les documents en notre possession, les chiffres d'affaires de l'entreprise en 2011 ont atteint les 113 milliards d'ariars. En 2012, ils étaient de 141 milliards d'ariars, tandis qu'en 2013, ils étaient de 93 milliards d'ariars. Les incriminations contre la société sont compatibles irrégulières. Vente sans facture, vente avec facture irrégulière, non-paiement de la TVA. À voir ces infractions, les services fiscaux ont évalué le montant des sanctions à 644 milliards d'ariars, 81 milliards d'ariars et 563 milliards d'ariars en amende. Les détails recueillis par les journalistes sont permis de savoir qu'en fait, le montant dû par ces malfaiteurs pouvait aller jusqu'à 900 milliards d'ariars, un montant qui aurait pu largement servir à financer des programmes pour développer le pays, ne serait-ce que pour revigorer nos sociétés d'État ou bien réparer les routes nationales en piteux état. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est produit. Après moult négociations qui ont commencé depuis 2011 jusqu'en 2013 et qui ont repris en 2015, le montant dû a été baissé jusqu'à 433 milliards d'ariars. Et après des ordres émanant d'en haut, cette somme a encore été révisée à 371 milliards d'ariars. Pourquoi un tel revirement ? Qui en a donné l'ordre? Les choses ne se sont pas arrêtées là, les négociations se sont poursuivies, le montant a été révisé en 2015 et les techniciens n'ont plus retenu que 38 milliards d'ariars après discussion avec les supérieurs hiérarchiques. Et finalement, coup de théâtre, la somme due aujourd'hui n'est plus que de 23 milliards d'ariars. Selon les documents en notre position, l'affaire impliquerait de nombreux ressortissants indo-pakistanais dans le voisinage d'Alavouang. Plusieurs entreprises nourrissent l'affaire en achetant des produits de première nécessité et en important les mêmes produits. Les entreprises impliquées auraient des filières dans toutes les régions de l'île comme Thomas, Nantirabé, Mahadzang, Morondav, Tuliar, Antsranan, le commerce de produits de première nécessité étant la filière destinée à opérer le blanchiment. Une plainte est parvenue auprès des tribunaux en 2015 assortie de suggestions de mesures comme l'interdiction de sortie du territoire, la prise de mesures conservatoires comme le blocage des comptes ou l'ouverture d'une enquête judiciaire prenant en compte divers éléments afin de constater l'infraction de blanchiment, de fraude fiscale et d'infraction au code d'échange. Mais aucune suite n'a été donnée, de même en 2016 et jusqu'à l'heure où on parle, tout est mis en place pour que l'affaire n'avance plus. Relégués dans les placards des départements ministériels ou organes légaux. Ces actions contre cette entreprise fictive et ce réseau de blanchiment d'argent ont été menées à bien. L'État malagasy aurait été dédommagé jusqu'à hauteur de 644 milliards d'ariars, approximativement 174 millions de dollars. Autrement dit, la moitié des 304 millions de dollars que nous avons empruntés dans le cadre de la FEC ou Facilité élargie de crédit. Pour dire que sans la corruption profonde qui gangrène l'administration, si la bonne gouvernance était vraiment effective, nous n'aurons même pas besoin de recourir à des emprunts auprès des bailleurs, nous n'aurons même pas besoin d'exploiter nos ressources minières. La question se pose d'elle-même, les partenaires techniques et financiers de Madagascar n'ont-ils vraiment pas eu connaissance d'affaires de blanchiment de cette envergure? On attend encore des éclaircissements de la part des responsables à propos de cette affaire colossale. Sur un tout autre sujet, représentants du ministère, entreprises privées, les personnes issues de l'UNAM se sont réunies aujourd'hui pour étudier les problèmes rencontrés dans les entreprises employant des personnes en situation de handicap. Reportage de Michael Ramarlay et Fezo Rafali. Un débat portant sur les problèmes auxquels sont exposées les entreprises employant des personnes handicapées a eu lieu ce jour au siège de la fédération UNAM Beourirk. D'après les explications, l'accès au marché figure parmi les problèmes principaux rencontrés. Nous avons d'autres problèmes à part le problème de fonctionnement. Par exemple, la recherche de marché est encore un véritable combat. Il y a aussi d'énormes charges comme les charges patronales, à savoir l'HOSTI et le CNAPS. Le paiement des impôts est aussi lourd pour nous. Ce débat vise à trouver un consensus pour alléger notre atelier et pour sensibiliser les gens à acheter les produits manufacturés par ces personnes handicapées. Les entreprises qui embauchent des personnes handicapées souhaitent mettre en place une convention, un code leur régissant. Toutefois, ils se heurtent à l'hostilité des dirigeants.
Une résolution doit être prise à l'issue de ce débat. Ensuite, les idées véhiculées seront transmises aux responsables étatiques et entreprises privées pour le développement de nos activités. Nous effectuons en ce moment des campagnes de sensibilisation de porte à porte au sein de diverses entreprises et entités étatiques pour vendre nos produits. Mais jusque-là, le secteur public ne veut pas prendre des commandes. Pour rappel, les employés de l'atelier protégé sont tous sortants des centres de formation pour les personnes handicapées. Pour la fédération UNAM, ces personnes handicapées sont considérées comme tous des travailleurs régis par le Code du travail. L'université de Mahajanga se trouve au bord de l'implosion. L'attribution de cités aux étudiants est la sempiternelle source de conflit entre l'administration et les étudiants. C'est un reportage de Michael Ramarolai. Une fois de plus, à chaque rentrée universitaire, les universités publiques se trouvent en ébullition. La cause, l'attribution de logements aux étudiants, comme c'est le cas à Mahajanga. Les étudiants au sein de cette université contestent la mise en place du CCE, ou Conseil consultatif des étudiants chargé du partage des cités, face aux assainissements des cités universitaires par les responsables. Pour l'instant, les choses se calment. L'administration de l'université a annoncé des travaux d'assainissement et nous ne pouvons qu'attendre de voir ce que sera la suite des événements. Le CCE réunit 29 présidents provenant de toutes les régions ainsi que des délégués pédagogiques. Rappelons que durant la transition, à l'époque où Adjoindjenen Harvey était vice-premier ministre, en charge du développement et de l'aménagement du territoire, toutes les universités dans les 6 provinces ont bénéficié de construction de logements d'étudiants. Malgré la continuité de l'État, les responsables continuent de se plaindre du manque d'infrastructures. L'université de Mahajanga n'est pas le seul à souffrir du manque d'infrastructures, surtout les logements estudiantins. C'est le cas de presque toutes les universités de Madagascar. Cette année, un conseil de logement a été mis en place et seuls les étudiants qui ont pris l'habitude de faire des grèves protestent ce nouvel organe. Selon toujours les informations, ceux qui ont toujours eu l'habitude d'inciter les grèves continuent de hausser le ton contre les arrangements émanant de l'administration de l'université. Par ailleurs, l'un des problèmes dans le partage des logements tient au fait que de nombreux étudiants ayant terminé leurs études refusent de libérer les logements. Mais malgré cela, il incombe aux responsables de trouver des solutions et s'en tenir au respect de la loi et de la discipline quoi qu'il arrive. Les étudiants et les enseignants de l'université Manindai de Tuliar sont en grève depuis le 27 mars dernier. Les barrages qu'ils ont érigés ont causé la paralysie de la circulation sur les lieux. C'est un reportage de Nadia Hakutunravo. Les problèmes rencontrés au sein de l'université de Tuliar continuent et prennent de l'ampleur. Les étudiants et les enseignants de l'université Mandai ont déjà remonté les problèmes auxquels ils font face sans pour autant obtenir des solutions concrètes venant des responsables. Face à cette situation, ils ont décidé d'effectuer une manifestation qui durera une semaine pour alerter les responsables par rapport aux problèmes de cette université. Les habitants de Belemouk, exaspérés par les barrages que les universitaires ont posés au niveau des routes, bloquant leur circulation, surtout pour le transport de leurs produits, ont décidé de riposter, armés d'armes à feu et d'armes blanches. Ils ont recherché le leader des manifestations, mais en vain, puisque celui-ci a été caché par les étudiants. Certains étudiants ont pris la fuite, tandis que d'autres ont décidé de faire face aux civils. Pour l'instant, aucune perte humaine ou blessée n'a été recensée. Cette grève est la preuve accablante du mauvais état de l'enseignement supérieur. Il est plus que temps de trouver une solution par rapport à cela, car ces jeunes sont les futurs responsables de la nation. Le colloque international sur les événements de 1947 à l'Académie Malagasy s'est achevé ce jour à Timbazaz. Les participants qui ont répondu à nos questions espèrent un rapprochement entre Malgaches ainsi qu'un changement au niveau des modes de direction chez les responsables. C'est un reportage de Gaëtan Indiatslav. Plusieurs points ont été tirés au clair concernant les événements du 29 mars 1947 lors du colloque international qui a duré 2 jours à l'Académie Malagasy. Malgré la divergence des avis, chacun espère un changement. Nous espérons tous un changement en dépit du fait que les avis divergent. Personnellement, j'ai appelé nos compatriotes à oublier nos différences afin que nous puissions nous unir. Certains affirment que pour arriver à une paix durable, il faut passer par un changement de la Constitution. La Constitution doit changer avant la tenue des élections.
Pour d'autres, c'était une occasion de mettre en avant les intellectuels. D'après eux, seuls les politiciens ont eu le droit d'exprimer leur avis, ainsi que la façon dont notre nation devrait être gouvernée et qu'il était temps que cela change. Pour le cas de Madagascar, à mon humble avis, il faut protéger l'intérêt commun. Les politiciens ont toujours pris le devant, mais cette fois-ci, ce sont les intellectuels qui ont donné leur avis. Quant aux intellectuels, ils se demandent si les responsables sont réellement capables d'apporter du changement pour leur région et pour leur secteur. Plusieurs sujets ont été débattus et on attend un éventuel changement de comportement. On peut poser la question aux participants, sont-ils capables d'apporter le changement à leur niveau respectif? Le président de la République était là, divers chefs d'institutions, de nombreux responsables étatiques, peut-être que leurs perceptions vont changer ainsi que leur comportement. On espère qu'après ce colloque, chaque malgache puisse apercevoir leur histoire sous un même angle et aboutir ainsi à un resserrement des liens qui unit un peuple partageant une même histoire et une même île. Dans l'actualité internationale, en Guyane, Erika Bareitz, la ministre des Outre-mer, a présenté ses excuses après 10 jours de conflit social. Place maintenant aux négociations. Reportage de France 24. Une scène inédite en Guyane. La ministre de l'Outre-mer au balcon de la préfecture. Elle salue la foule des manifestants et prononce les mots que beaucoup attendaient ici. On m'a demandé de faire mes excuses au peuple guyanais. Plus tôt dans l'après-midi, les deux ministres, Intérieur et Dom-Tom, ont écouté les doléances de la délégation. Dans la pièce, des enseignants, des transporteurs, le MEDEF, des avocats, en clair, les représentants de la société civile guyanaise. Il n'est pas concevable que la Guyane constate un retard structurel de plus de 30 ans. La réunion a duré près de 3 heures et à la sortie, les réactions oscillaient entre optimisme et méfiance. Ils ont nos cahiers de revendication. On attend les réponses écrites qui devraient arriver d'ici demain ou au plus tard samedi. Et une fois qu'on aura ça, on pourra apprécier la pertinence des réponses et voir jusqu'où on peut aller. Optimiste? Non, nous on est réalistes. Et on sait que ces gens-là, ils viennent nous raconter des bobards et qu'ils vont essayer de nous contourner comme ils le veulent, comme ils savent le faire, comme ils sont formés dans les écoles d'où ils sortent. Et nous, en tant que peuple premier, occupant millénaire de ce territoire-là, nous en avons clairement marre de qu'on se pipe de notre gueule. Même sentiment dans la foule. On espère tous, on est tous là, on tient, mais je ne sais pas. Moi je reste optimiste et j'espère que ça va bien se passer surtout et que ça va bien se passer. L'ambiance s'est considérablement détendue ici. En attendant la réponse du gouvernement, les Amérindiens chassent eux les mauvais esprits devant la préfecture de Guyane. Quel est le programme de négociation proposé par l'Europe? L'Union européenne a dévoilé les grandes lignes de son plan de négociation pour le Brexit. Les Britanniques veulent garder un accès au marché unique européen. C'est un reportage de France 24. Voilà le document qui contient les grandes lignes du plan de négociation de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Dans cette feuille de route, les 27 États membres expliquent vouloir procéder par phase. Alors que Theresa May, la première ministre britannique, veut aller vite et négocier en parallèle la sortie du Royaume-Uni et les termes de sa future relation avec l'UE. Pas question pour les Européens dans un premier temps. Donald Tusk l'a répété à Malte où il a présenté le plan. Une fois et seulement une fois que nous aurons réalisé des progrès significatifs sur le retrait, nous pourrons discuter du cadre de notre relation future. Parmi les priorités des 27, clarifier le sort des plus de 3 millions de ressortissants européens au Royaume-Uni et du plus d'1 million de Britanniques résidant dans un autre État membre. Et aussi lever les incertitudes sur la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. L'UE exige aussi que le Royaume-Uni respecte ses engagements financiers. Ils sont estimés autour de 60 milliards d'euros. Autre point de discorde, mercredi, lors du déclenchement de l'article 50, Theresa May a semblé conditionner la coopération sécuritaire avec les discussions sur l'obtention d'un accord commercial. Depuis, le gouvernement britannique s'évertue à dégonfler la polémique. L'engagement du Royaume-Uni pour la sécurité de la région, de l'Europe
est inconditionnel. Et ce n'est pas l'objet d'un marchandage dans les négociations qui ont lieu dans cette capitale. Des tractations qui seront l'objet du prochain sommet le 29 avril à Bruxelles, où les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne devront encore discuter et éventuellement adopter cette feuille de route. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Après avoir été acquitté 2 fois, l'homme d'affaires singapourien Wang Wei-keong et son entreprise Wang Wu ont été reconnus coupables dans l'affaire de trafic illicite de bois de rose d'une valeur de 50 millions de dollars à Singapour en 2014. L'université de Mahajang se trouve au bord de l'implosion. L'attribution de cités aux étudiants est la source de conflits entre l'administration et les étudiants. Et enfin, Erika Barretz, la ministre des Outre-mer, a présenté ses excuses après 10 jours de conflit social. Place maintenant aux négociations. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.